Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui à Alger le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafez. Condoléances du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, suite au décès hier du général Mohamed Bendida. Le président de la République a décerné au moudjahid écrivain et érudit Cheikh Mohamed Salah Sadiq la médaille de l'ordre du mérite national au rang Ahid en reconnaissance de sa carrière scientifique et de son engagement militant. Sur instruction du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présenté ses condoléances suite au décès du général d'armée Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, chef d'état-major général de l'armée libyenne dans un accident d'avion. Nous vous parlerons par la suite de la nouvelle ligne ferroviaire qui relie Béchar aux mines de fer de Garat Bilet et Tindouf, avant de vous parler des unités de production qui accompagnent les grands projets d'infrastructure. Et puis nous terminerons avec le portrait de la musicienne Fazila Dif. L'artiste a signé un ouvrage consacré aux femmes qui ont porté les musiques classiques algériennes, un recueil sur un précieux patrimoine musical. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous entamons cette édition avec cette audience. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafez. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Et puis ces condoléances du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, suite au décès du général Mohamed Bendida, inspecteur de la Direction des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le président de la République a appris le décès du général Mohamed Bendida. En cette douloureuse épreuve, le chef de l'État adresse à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde compassion, en priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Changriha, a également adressé ses sincères condoléances à la famille du général Mohamed Bendida, inspecteur de la Direction des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale, décédé hier soir suite à une longue maladie. En cette circonstance, le général d'armée Saïd Changriha présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les chouhada et les valeureux saints, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Autre condoléance est sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, général d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté ses condoléances suite au décès du général d'armée Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, chef d'état-major général de l'armée libyenne et de la délégation qui l'accompagnait, décédé dans un accident d'avion au Walid Bonnuis. Au siège de l'ambassade de l'État de Libye en Algérie et au nom du gouvernement et du peuple algérien et sur instruction du président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté ce soir, jeudi 25 décembre 2025, ses condoléances et signé le registre de condoléances ouvert au siège de l'ambassade à la suite du décès du général d'armée Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, chef d'état-major général de l'armée libyenne et de la délégation qui l'accompagnait, et ce, à la suite de l'accident d'avion survenu lors de leur retour au pays. Le général d'armée a fait part de ses condoléances les plus sincères et de ses profonds sentiments de compassion et de solidarité aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère libyen.
باسم السيد رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسم الجزائر نقدم لكم تعازينا الخالصة بهذا المصاب الجلل الذي أصاب الشعب الليبي. اليوم واجب علينا باش نقف مساندة معكم ومع الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné au moudjahid écrivain érudit, Cheikh Mohamed Salah Sadiq, la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Ahid, en reconnaissance de son parcours scientifique et religieux, de ses éminentes contributions dans la diffusion des valeurs de modération, du juste milieu de la tolérance. À l'occasion, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a prononcé une allocution au nom du président de la République. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, du ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, de plusieurs membres du gouvernement et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Écoutons la déclaration de la ministre Malika Bendouda. أبرزتم في شخصكم الكريم نموذج الكاتب المؤلف المبدع الغيور على الأمة وأمجادها، المعتز بالانتماء إلى الجزائر وإلى شعبها الأبي، الحافظ لوديعة رفقائه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الميامين. فلا غرو أن حظيتم اليوم بالتكريم والتقدير لأنكم أهل لذلك بسلاح القلم وإنجازات الفكر. فهنيئا بهذا التشريف المستحق، وأنتم ما تزالون تعكفون في محراب التأليف والبحث تأكيدا لحكمة مقولتكم: إذا عزم الإنسان على أن يحيا فلن يموت. Écoutons à présent la déclaration de l'écrivain honoré. Cette cérémonie me donne une seconde vie. Elle m'encourage à supplier Dieu pour qu'il me prête encore une longue vie afin d'écrire un ou deux ouvrages pour mettre en valeur la chaleur de l'accueil que vous m'avez réservé et que je ne peux ni décrire ni imaginer. لا يستطيع اللسان أن يصورها ولا الفكر أن يصوغها. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi au siège du ministère le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Yohei Onishi, en visite officielle en Algérie. La rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a été l'occasion de souligner la nécessité de hisser la coopération économique entre les deux pays au niveau des relations politiques privilégiées qui les unissent, notamment à travers des dispositions pour augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux et d'encourager les opérateurs économiques japonais à étendre leurs investissements directs en Algérie. Hier, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à l'unanimité la proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Elle est structurée en 5 chapitres comprenant 27 articles et s'appuie sur les principes du droit international qui consacrent le droit des peuples à l'équité juridique, à la justice historique, mais aussi à la fin de l'impunité. Amira Sefta. Adopté à l'unanimité par les membres de la Chambre basse, le texte de loi qualifie la colonisation de crime d'État. Structuré en 5 chapitres comprenant 27 articles, il dresse un inventaire précis des exactions. Massacre de civils, torture, exécution sommaire, confiscation des terres, pillage des richesses et atteinte aux droits fondamentaux des Algériens. C'est un moment historique dont les contours ont été tracés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un moment d'équité et de reconnaissance envers ceux qui le méritent en ces instants décisifs.
C'est un jour de fidélité et de loyauté. Le mois de décembre est celui du peuple algérien, le mois du sang versé, le mois des victoires et du message éternel adressé au monde entier. Aujourd'hui, les enfants du peuple sont au rendez-vous, les petits-enfants des martyrs, les fils des moudjahidines. Les véritables enfants de l'Algérie réunis dans cet hémicycle en hommage à notre glorieuse histoire et dans le renouvellement du serment à la patrie. S'appuyant sur les principes du droit international consacrant le droit des peuples à l'équité juridique et à la justice historique et la fin de l'impunité, la proposition de loi souligne le caractère imprescriptible des crimes coloniaux de 1830 à 1962. Elle prévoit des dispositions établissant la responsabilité de l'État français pour son passé colonial en Algérie, ainsi que des mécanismes permettant d'obtenir une reconnaissance et des excuses officielles pour les crimes commis, comme préalable à toute réconciliation avec l'histoire dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale. Le texte prévoit en outre des dispositions pénales réprimant la glorification de la colonisation. Cette loi a une dimension hautement symbolique. Elle marque un moment de rupture dans le rapport mémoriel avec la France. Elle est considérée par le Quai d'Orsay, je cite, comme une initiative manifestement hostile à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et qui pourrait exacerber les tensions entre l'Algérie et la France. La France qui semble amnésique lorsqu'il s'agit de questions mémorielles, laquelle n'a pas hésité à adopter une loi vantant les bienfaits de la colonisation. La gauche française, pour sa part, a salué une reconnaissance nécessaire de l'histoire. C'est d'ailleurs dans la perspective de préserver la mémoire contre l'effacement ou la falsification que l'Algérie a voté cette loi, une première dans l'histoire du pays. Le secteur minier en Algérie s'impose aujourd'hui comme l'un des grands leviers de la transformation économique que connaît notre pays. L'occasion de vous parler ce soir de la nouvelle ligne ferroviaire qui relie Béchar aux mines de fer de l'extrême sud-ouest. Elle ouvre la voie à une exploitation industrielle à grande échelle et marque une nouvelle étape dans la valorisation des ressources nationales. Sami Darli. Jusqu'au 5 juillet 2023, la RN 50 constituait l'unique axe reliant Béchar à Tindouf sur des centaines de kilomètres. En moins de 2 ans, cette zone stratégique du sud-ouest s'est transformée en un vaste chantier dédié à la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire de 950 km reliant Béchar aux mines de fer de Garage Bilet et à Tindouf. Malgré son importance, le projet a dû surmonter de véritables défis géographiques, techniques et climatiques. Néanmoins, plus de 74 millions de mètres cubes de déblais ont été dégagés. Grâce à une forte volonté politique et à la mobilisation d'importants moyens humains et logistiques, la ligne ferroviaire minière avance à un rythme accéléré. Un projet stratégique qui ouvrira à l'Algérie de nouvelles perspectives économiques hors hydrocarbures, avec l'exploitation de l'un des plus grands gisements mondiaux de minerais de fer. C'est un tournant historique qui s'annonce à Tindouf dans quelques jours. L'ouverture de cette nouvelle ligne de chemin de fer transformera profondément la vie socio-économique de la région. Nous avions des difficultés de transport à cause des longues distances et Dieu merci, ce problème va être résolu à l'ouverture de la ligne ferroviaire de Tindouf, ainsi que beaucoup d'autres problèmes commerciaux. Ce chemin de fer nous permettra pourquoi pas d'aller jusqu'à Zouiret. La mise en service de cette ligne ferroviaire transforme le sud-ouest du pays en véritable pôle de développement, capable d'attirer capitaux, main-d'œuvre et opportunités d'investissement de Garage Bilet, riche de plus de 3 milliards de tonnes de minerais de fer, à Bilad El Hadba, à Tébessa. En passant par le futur gisement de Tala Hamza à Béjaïa, l'Algérie renforce son potentiel logistique et minier, ouvrant de nouvelles perspectives économiques au-delà des secteurs traditionnels. Et puis il y a aussi ces unités de production locale qui montent en puissance, des unités qui d'ailleurs accompagnent de grands projets d'infrastructure, qu'il s'agisse d'eau, d'aménagement urbain ou encore d'équipements stratégiques entre autres. L'objectif étant le même, il s'agit de répondre aux besoins du pays sans dépendre de l'extérieur. Walid Balouis. Afin de dynamiser son économie, l'Algérie mise sur une industrie lourde à travers la valorisation de ses ressources locales, des matériaux de construction au marbre. Le cap est désormais mis sur la logique Made in Algeria, créatrice d'emplois et souveraineté industrielle. Adhérant à cette politique, plusieurs entreprises se sont portées sur la fabrication de conduites à haute pression, des équipements indispensables à des projets stratégiques tels que le dessalement de l'eau, un savoir-faire national certain qui accompagne la modernisation des grandes infrastructures et répond aux besoins croissants du pays. Notre produit est constitué de conduites en béton à haute pression, fabriquées au sein de l'unité SNTP située à Fernaka, à Mostaganem, l'une des plus importantes unités de production à l'échelle nationale.
La capacité de production est de 3 km par mois et près de 30 km par an. Cette production est assurée à 100% par des mains algériennes, avec des cadres et des compétences nationales qualifiées. L'unité recourt également à des matières premières locales, depuis les carrières algériennes jusqu'au fer produit localement, dans l'objectif de réduire les importations et de renforcer la production locale. Dans le même élan, d'autres acteurs industriels algériens excellent dans la production de dalles, de bordures et de dérivés destinés à l'aménagement urbain, en modernisant leurs procédés et en s'alignant sur les standards internationaux. Ces entreprises permettent aujourd'hui au marché de s'approvisionner localement, allégeant la facture des importations et consolidant l'économie nationale. On dispose d'une capacité de production importante. On fait pour les gros diamètres jusqu'à 1 km jour des buses, les gros diamètres 600, 800 et 1000. 300, 400, on fait 2 km jour. On est prédisposé à répondre au marché algérien et à l'export éventuellement qui est en cours de réalisation et dans un futur, Inch'Allah, très proche. Donc nous avons aussi tout ce qui est construction, ce qui est parpaing, ourdi, tous les produits de construction. Portée par l'expertise locale et l'innovation industrielle, l'Algérie transforme progressivement ses ressources en solutions durables et compétitives, de l'industrie lourde aux infrastructures urbaines. Le pays renforce pas à pas ses ambitions pour rivaliser avec les plus grandes industries au niveau international. Vous pourrez suivre ce soir une page spéciale consacrée à la cérémonie d'installation officielle Parlement de l'enfant algérien. Cette page spéciale sera diffusée à partir de 21h sur la chaîne A3 et la chaîne 9 parlementaire, et à partir de 21h30 sur la chaîne 6 El Shababia. Dans plusieurs régions montagneuses du Maroc, la météo isole des villages entiers. Les chutes de neige coupent les routes, ralentissent les accès aux soins et compliquent la vie quotidienne. Les habitants se retrouvent laissés pour compte, confrontés au froid et au manque de services de base. Une situation, il faut le dire, fréquente dans ces zones enclavées. Amira Sefta. Au Maroc, les hivers rudes n'arrangent en rien la situation des populations des zones montagneuses. En plus de leur marginalisation sur le plan socio-économique, elles sont davantage isolées et livrées à elles-mêmes. Entre routes impraticables, services de santé quasi inexistants et un ravitaillement défaillant, ces Marocains de seconde zone crient leur ras-le-bol. Nous sommes encerclés par la neige depuis 5 jours. Aucune autorité n'est venue pour nous aider, aucune communication. La route est impraticable, les provisions manquent, le bétail meurt et 120 élèves sont bloqués. Les gens meurent et les responsables devront rendre des comptes. Ça fait 10 jours que nous sommes coincés. En dépit de la colère et de la détresse de ces populations recluses, le Merzen ne semble pas déterminé à agir, accentuant leur désarroi. Nous avons besoin d'un transport pour les voyageurs et non pour les marchandises. Nous sommes des humains. C'est trop. Nous avons trop enduré. Nous avons besoin d'une solution. Un constat qui se répète et confirme que la crise est structurelle, résultat de longues années de gestion déséquilibrée et autoritaire par le régime du Merzen. Nous brillons sur la scène africaine. La ville d'Oran vient de recevoir le Golden Award de l'Union afro-asiatique qui la désigne meilleure ville touristique émergente d'Afrique pour l'an 2025. Alors parmi plus d'une vingtaine de villes en compétition, la radieuse s'est imposée grâce à ses infrastructures mais aussi à son patrimoine historique, symbole de sa richesse culturelle. Sami Darli. Le Golden Award pour une ville au nord. Perle de la Méditerranée, Oran la radieuse s'impose parmi les villes les plus touristiques d'Afrique. Grâce à ses atouts naturels et à des infrastructures modernes, elle s'inscrit désormais sur la carte internationale comme une destination touristique de premier plan. La capitale de l'Ouest algérien a décroché la médaille d'or de l'Union afro-asiatique. Cette victoire méritée est le fruit des nombreuses qualités touristiques de la région et grâce à la capacité d'accueil. Plus de 200 établissements hôteliers offrant plus de 22 000 lits sont recensés. Il y a plus de 400 agences de voyage agréées, 10 circuits touristiques spécialement prévus pour accueillir les visiteurs locaux et étrangers.
Oran décroche le Golden Award grâce à une stratégie nationale qui développe le tourisme, accueille des événements majeurs et mobilise tous les acteurs pour en faire la destination préférée des touristes. Nous sommes ici pour promouvoir le tourisme national. Nous accompagnons les touristes pour des visites guidées de sites touristiques. Oran mérite son sacre de Golden Award. Elle possède d'une très belle côte, des hôtels et une gamme de services variés. L'attrait d'Oran est unique et son énergie positive attire les touristes du monde entier. La ville a ainsi confirmé la valeur de son patrimoine historique, culturel et naturel, ce qui lui a valu de recevoir la médaille d'or de l'Union africaine en tant que meilleure destination touristique. Avec ce prix, Oran confirme son rayonnement touristique et s'impose comme une référence incontournable en Afrique du Nord. Et pour terminer ce journal, nous vous proposons le portrait de l'artiste Fazila Dif dans son dernier ouvrage. Elle met en lumière les femmes qui ont porté les musiques classiques algériennes. Un recueil qui, vous le verrez, offre un regard unique sur un patrimoine musical inestimable. Le portrait est signé Amira Sefta. Musicienne, passionnée de patrimoine et de transmission, Fazila Dif signe un ouvrage consacré à la mémoire musicale algérienne. C'est le résultat d'un long processus. En fait, c'est tout juste le début d'un résultat, parce que le processus a commencé il y a très très longtemps. Il a commencé le jour où j'ai mis les pieds au conservatoire. Et le jour où j'ai mis les pieds au conservatoire, c'était il y a près d'une 50aine d'années. Le chant féminin d'Alger est le titre qu'elle a choisi pour ce livre, qu'elle a dédié aux musiques classiques algériennes. Un recueil dans lequel on découvre les œuvres, leur histoire, mais surtout celles qui les ont portées, les femmes interprètes. À travers cet ouvrage, l'auteur met en lumière les voix féminines algériennes, longtemps restées dans l'ombre, des artistes qui ont initié ou contribué par leur talent à préserver un héritage culturel précieux. Donc on essayait de trouver des informations concernant Alma Yamna Bint El Hadj Mahdi, et puis par la suite, obligatoirement, de fil en aiguille, j'ai réussi à comprendre un petit peu comment se sont constituées réellement les msma'at. Ça ne datait pas que de cette époque-là. Là, on est simplement au 19e. Mais elles ne venaient pas que du 19e, elles viennent de beaucoup plus loin. On arrive à les tracer au 18e, parce qu'en fait, au 18e, il se trouve que les Msma'at du XVIIIe siècle était un ensemble de tambourinaires reconnus officiellement qui faisaient partie des protocoles officiels du Dey d'Alger lorsqu'il accueillait des délégations officielles. Mieux encore, le livre offre un petit plus. Dès la première page, un QR code à scanner. Il permet d'accéder à des musiques classiques algériennes. Une immersion sonore qui accompagne la lecture et marie l'écrit à la musique. C'est justement pour ça qu'il m'arrive de dire que ce livre n'est pas qu'un livre, mais c'est un livre chantant. C'est un livre chantant parce que vous prenez la première page, vous scannez le QR code, vous avez la musique et vous continuez à le lire. Donc vous le lisez tout en écoutant de la musique. Et sur ce QR code, vous allez trouver aussi bien des documents, dont certains documents qui ne sont pas du tout disponibles en librairie ni en bibliothèque, des manuscrits que nous avons réussi à récupérer, que nous avons décidé de mettre à la disposition de tous. Donc on les a mis dans la petite bibliothèque du QR code. Une initiative qui vise à valoriser les femmes et leurs talents, tout en préservant le patrimoine culturel et artistique algérien. Le chant féminin d'Alger se présente ainsi comme un vibrant travail de mémoire, entre transmission, hommage et modernité. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Je vous dis à demain.